Nos invités sont toujours en place dans la commune de Karimama. Le commissariat de l'arrondissement de Montsé a été visé. Des hommes armés sont arrivés à moto et ont ouvert le feu. Un policier a été tué, le commissariat incendié. Nous sommes bien sûr au Burkina Faso. Au Bénin. Au Bénin plutôt, au Bénin, j'allais dire. Excusez-moi. Firmin Teko Agbo, est-ce que ces attaques au Bénin inquiètent finalement non seulement les habitants de ce pays, mais également la sous-région? Non, ça doit inquiéter tout le monde, que ce soit les Béninois et toute la sous-région, toute la zone CEDEAO. Parce que c'est l'échec des pays et une certaine victoire pour les terroristes. C'est un nouveau pan de territoire que les terroristes viennent de conquérir. C'est-à-dire ils savent maintenant qu'ils peuvent mettre la main mise, qu'ils peuvent mettre la main sur le territoire béninois. Et ça fait déjà, depuis février à aujourd'hui, il y a des attaques qui se sont multipliées. Ça veut dire qu'ils ont déjà une mise, ils savent comment opérer là-bas et comment déjouer les plans de riposte qui sont mis en place ou les plans d'anticipation qui sont mis en place par les autorités militaires béninoises. Donc c'est un nouveau territoire de gagner pour les terroristes et c'est un échec pour le gouvernement béninois. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec le Bénin? Quelles sont les dispositions que les autorités béninoises mettent ou prennent pour qu'il y ait une certaine anticipation et pour que ces attaques-là soient déjouées? Parce qu'en un rien de temps, ça se multiplie. Je pense que c'est pas trop bien. Et aussi, d'autres choses, le terrorisme, c'est une question régionale, c'est une question internationale. Le G5 Sahel qui a été mis en place pour sécuriser la zone, qu'est-ce que le G5 Sahel fait aujourd'hui? Et quel est l'apport du Togo, l'apport des autres pays de la sous-région par rapport à ce qui se passe au Bénin aujourd'hui? La meilleure ou la solution serait que les chefs d'État, tous les chefs d'État ou toute la CEDEAO réfléchissent sérieusement à la question pour qu'on puisse fermer la brèche ou combattre la brèche qui est ouverte au niveau du Bénin pour qu'à l'avenir de telles attaques ne se reproduisent. Il faut qu'on combatte vite la brèche parce que quand ça commence comme ça, donc on va peut-être aller au centre et on va quitter le nord pour aller au centre au sud. Donc quand tout le Bénin est pris, n'oubliez pas le Niger, n'en parlons pas, mais le Togo, c'est déjà quelque chose. Parce que le nord du Togo, il y a des soucis que nous sommes en train de régler déjà. Et il y a des dispositifs qui sont mis en place pour anticiper et pour déjouer. Et maintenant, le sud, nous ne voudrons pas que cela soit pris. Donc que les premières autorités togolaises discutent militairement et politiquement avec les autorités béninoises et des autres pays pour que des solutions soient trouvées d'ici peu. Alors, le nord du Bénin est-il en passe d'être un petit Sahel? La question à vous, comme Valentin Mayaba. Non, vous savez, la migration du terrorisme, du Sahara, enfin du Sahel vers le sud, c'est-à-dire que vers les pays du sud, je crois aujourd'hui doit inquiéter plus d'un. Vous savez, entre-temps, on le disait ici que les djihadistes opèrent pour des intérêts, c'est-à-dire dans des zones où il y a des intérêts. Mais ce qui est en train de se passer, en train de se poser, c'est-à-dire que laisse à poser beaucoup de questions en attaquant le nord du Bénin. C'est pour quel intérêt? Puisque nous avons dit que au Mali, ce n'est pas pour rien que le djihadisme sévit, ou peut-être au Niger et ce que nous connaissons. En venant à la frontière Togo, qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc, moi, je vous dis que ce phénomène du djihadisme en Afrique et partout d'ailleurs même doit quand même être repensé autrement, parce que ça risque de porter un coup dur sur les politiques. Actuellement, celui qui est plus visé, par exemple, nous avons vu comment ça fait partie, où le coup d'État est intervenu au Burkina par rapport aux promesses faites par Kaboré par rapport à la lutte contre le terrorisme lors de sa campagne, en notifiant que non, qu'il fera lors de son deuxième mandat, il fera du terrorisme son credo. Mais finalement, ça l'a emporté par un coup d'État que personne n'a jamais souhaité. Ici également, la question est posée, que dit, pourquoi est-ce que le nord du Burkina, enfin du Bénin n'est pas tant sécurisé comme
le nôtre du Togo, celui du Togo, par exemple. Selon vous, pourquoi? C'est parce Non, que c'est là on l'armée dirait que- peut-être n'est pas à la hauteur? Non, non, pas ça. C'est-à-dire qu'on mettra tout ça là à l'actif du premier dirigeant, le chef de l'État, qui ne prend pas Le président Patrice Talon. Voilà, qui ne prend pas d'initiative dans ce sens-là. Vous avez vu combien de fois le chef de l'État togolais, chaque fois, il renforce le nom du Togo, le dispositif sécuritaire, pour que d'éventuelles crises, enfin, d'éventuels événements comme ça ne puissent quand même atteindre. Et chaque fois, ça arrive. Mais les nôtres arrivent à les repousser. Donc, ici, il faut quand même, Germain a dit, c'est ce qui peut avoir une collaboration entre les États. Oui, je dis oui. Ici, nous aussi, on l'avait déploré à l'époque, en principe, l'espace communautaire, CEDEAO, doit quand même disposer d'une force digne de ce nom. Et pour voler au secours de ces pays-là, parce que à un moment donné, ce n'est plus seulement l'affaire des pays sahéliens, hein. Ça prend pratiquement tous les pays. Je suis bon, c'est vrai que chaque État le fait par le biais de, comment l'appelle-t-on, de la force, la MISMA, c'est-à-dire que c'est une force onusienne, non? Oui, qui voilà, est au Mali. Voilà, qui est au Mali. La force qui est au Mali. Voilà, mais c'est et la force économique, elle est où? Est-ce qu'elle ne vit plus comme ça? Est-ce que après l'opération en Gambie? En Gambie, elle est restée dans les nuages, personne ne sait où elle est partie. Donc il faut redynamiser cette force-là parce que personne ne peut faire notre sécurité. Nous, enfin, la tentative d'opération. Voilà, il faut vraiment que nous, Africains, nous pensions à notre propre sécurité. Aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se tramer autour de la sécurisation par rapport au Barkhane, par rapport aux forces russes qu'on qualifie de mercenaires et tout ce que vous connaissez. Si les Africains, la CEDEAO, au lieu qu'on inflige des sanctions, créent une force quand même solide pour aller aider ces pays-là, je pense que ces histoires de djihadisme que promettent les chefs d'État qui n'arrivent pas à le faire auront pu résoudre ce problème afin que les coups d'État ne puissent arriver. Aujourd'hui, la question, je le dis toujours, ce n'est pas histoire de condamner les coups d'État, c'est de faire tout pour qu'il n'y ait pas de coups d'État. Dans tous les cas, personne ne fait, je le dis, je le répète, ne fait l'apologie de coups d'État, mais de grâce, mettons des stratégies ensemble pour quand même que l'Afrique pense à pourquoi est-ce qu'ailleurs il n'y a pas les coups d'État, que c'est en Afrique que nous avons les coups d'État. C'est la question de repenser autrement. Moi je dis, et je le répète encore, c'est parce que nous avons parlé des principes de démocratie aujourd'hui que les Africains n'ont pas compris. Et c'est ça qui amène ceux qui viennent au pouvoir, n'ayant aucune notion des principes de démocratie, parce que je suis légitime, j'ai été légalement élu, je viens brader les ressources du pays, les gens, il y a des disparités de vie, les gens vont s'insurger, il y aura toujours, tant qu'il n'y a pas une chercher à résoudre le problème. Tant qu'il n'y a pas une bonne gouvernance, tant qu'il n'y a pas une bonne gouvernance, qu'il n'y a pas la reddition des comptes, qu'il y a la corruption et tout ça là, je vous assure, on ne finira jamais avec le coup d'État. De grâce, je crois que la CEDEAO doit revoir son mécanisme de fonctionnement et avoir une force. Une force quand même s'il y a la solide. force, les sanctions vont plus être dures. Ah oui, mais c'est que s'il y a la force, on va booster. C'est-à-dire on va booster quand même, ou on va reculer, ou on va mettre hors d'état de nuire les djihadistes là. Et justement, les chefs d'État qui viendront faire des promesses de djihadisme, ils trouveront raison, effectivement, le djihadisme ne va pas quand même prendre les portes de ces pays-là et que la population va s'insurger. Je pense que c'est très important et les chefs d'État doivent, l'Afrique en son ensemble doit repenser à son devoir de développement parce que la démocratie à l'africaine est très importante parce que nous avons importé cette démocratie que nous n'avons pas compris et aujourd'hui ça nous rattrape et les gens font de ce qu'ils veulent et que le peuple est frustré, il est obligé de se soulever suivi par l'armée et donc malheureusement c'est ce que nous n'avons pas souhaité qui arrive. Germain Pouli, qu'est-ce qui se passe au juste au niveau du nord du Bénin? Parce que ce n'est pas la première fois. Ça inquiète. Oui, c'est vraiment inquiétant. Et vous savez aussi que le Nord Togo n'a pas échappé à des tentatives d'attaque. Donc, comme vous l'avez dit, la situation qui prévaut au Sahel est en train de s'installer déjà dans le nord des pays côtiers. Vous avez vu que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est même à l'intérieur du pays qu'il y a eu un attentat. Grand Bassam, par exemple. Voilà, djihadiste, terroriste assez spectaculaire sur cette plage-là. C'est dire que, selon même plusieurs rapports, ces djihadistes-là reculent déjà dans les pays côtiers. Donc, ils sont là au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est
comme je le disais, c'est pratiquement tous les pays qui sont concernés, mais il y a des pays qui sont un peu plus en avance que d'autres dans la prévention et la lutte. Donc le Togo peut se féliciter aujourd'hui d'être un peu mieux organisé que les autres. Hein, mais on n'est Sur pas le plan sécuritaire. mais on n'est pas totalement à l'abri. Ouais, bien donc sûr. on est mieux organisé, et ça c'est depuis longtemps. Le chef de l'État, quand il a pris sur lui de refonder les forces de défense et de sécurité, c'était pour faire face à de nouvelles menaces qui sont liées au terrorisme, mais également à la piraterie maritime et à tout ce qui se passe là dans la haute mer là-bas. Et donc c'est de nouveaux défis sécuritaires. L'insécurité s'est déplacée un peu à plus d'autres formes. Et donc il fallait s'organiser. Le président l'a fait depuis longtemps. Après, il a fait voter cette loi-là sur la programmation militaire pour donner plus de moyens. Mais même là encore, il faut encore beaucoup plus parce que le phénomène prend des tentacules sous-régionales et il faut mener des opérations conjointes, comme l'opération Kundalgu qui a été organisée à la frontière entre ces 4 pays, le Togo, le Burkina, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas pourquoi le Bénin n'a pas pris part à cette opération, parce que et on a un président béninois qui malheureusement s'illustre par son isolement au sein de la CEDEAO, il faut le dire, parce que je ne sais pas, il pense que régner au Bénin suffit. Mais par rapport aux enjeux sécuritaires aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être président de son pays, mais il faut pouvoir être dans des grandes concertations avec les autres pays limitrophes qui ont aussi le même problème et qui ont intérêt à juguler le mal de façon concertée. Il y a eu cette opération qui a permis quand même de détruire des bases djihadistes un peu au sud du Burkina. Ça, c'était 4 pays. Le Bénin n'y était pas. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et je crois que Talon aujourd'hui, c'est vrai, il veut mettre de l'ordre dans son pays à sa manière. Mais il y a un phénomène international auquel il est confronté. Et maintenant, c'est vrai que ce n'est pas les pays africains seuls. Vous avez vu des pays comme la France, les États-Unis, qui ont été touchés. Tout ça qui sont aussi frappés par le terrorisme et le djihadisme. Ce qui fait quand même... Face à cette situation, qu'est-ce que le président va faire maintenant? Collaborer avec les autres, mettre Oui, le président déjà doit donner des moyens aux forces de sécurité du Bénin. Il doit donner les moyens d'abord déjà. Il doit les former. Il doit aussi travailler. Moi, je ne vais pas apprendre comment lutter contre le djihadisme, mais les renseignements, c'est vrai que les Interpol, ils sont souvent en concertation, mais il faut aller au-delà. Et dans ces opérations-là, il faut que le Bénin vienne s'ajouter à ces 4 pays-là. Maintenant, il y a aussi le Nigeria, qui est pendant longtemps un sanctuaire du terrorisme, bien avant le Sahel. Il y a eu Boko Haram et toutes les autres filiales pendant longtemps au Nigeria. Et aujourd'hui, on ne sait pas si ceux qui frappent le Bénin viennent du Sahel directement ou viennent du Nigeria. Mais il y a quand même qu'il y a une zone dans notre partie sous-régionale où le djihadisme est déjà assis. Mais la préoccupation aujourd'hui, c'est que selon plusieurs rapports, comme je le disais, ces djihadistes sont en train de recruter dans la quasi-totalité des pays et donc à tout moment, des gens peuvent passer en action. D'où vraiment renforcer le dispositif sécuritaire dans la prévention, la surveillance et la lutte. Ce que le Togo essaie de faire et ce que tous les pays devraient faire de façon concertée. Il y a eu l'expérience du G5 Sahel qui a été lancée pour les pays qui étaient gravement touchés, mais ça n'a pas marché parce que ces forces-là attendaient l'aide étrangère pour pouvoir renforcer cette force-là, mais ce n'est pas, non, je pense qu'il faut arrêter de compter sur les Blancs. Il faut régler nos problèmes d'abord nous-mêmes. Quand on est dépassé, de temps en temps, on peut leur demander de l'aide, mais on ne peut pas demander qu'ils financent ça avant que ça ne soit quelque chose d'effectif. Donc, il faut qu'on soit responsable. Vous allez voir pendant longtemps des pays
pour organiser des élections, attendre que l'Union européenne finance. Ah ouais. Quand des pays comme le nôtre ont dit, ben non, on finance nos élections, certains n'étaient pas d'accord, il faut que l'Union... Non, je crois qu'il faut aller de la même manière que certains financent leurs élections, il faut qu'ils financent leur sécurité. Ils perçoivent des impôts. Dans le pays, il y a des revenus. Il faut que cet argent-là serve. C'est vrai que ça ne suffit pas. Nous sommes des pays pauvres. Mais si on veut avoir de ces instances-là qui puissent vivre, il ne faut pas tendre dès le début la main à l'extérieur. Mettons quelque chose en place. Faisons-le fonctionner. Et après, quand on demande de l'aide, un accompagnement, là, c'est possible. Donc, au niveau du G5 Sahel, malgré les multiples réunions et les promesses des partenaires, cette force-là n'a jamais véritablement vu le jour et n'est jamais entrée en action comme il se doit. Mais aujourd'hui, le djihadisme, le terrorisme a dépassé le Sahel, ça descend vers les côtes et les pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire devraient plutôt s'organiser avec ceux qui sont déjà gravement touchés pour trouver une solution sous-régionale capable de mettre en déroute donc ce phénomène-là qui fait beaucoup de mal à nos populations et qui est un frein au développement de nos pays. Vous gardez la parole. On va commencer par parler du Togo. Le gouvernement de ce pays veut assainir l'environnement des systèmes financiers décentralisés ou microfinance à la faveur du dernier conseil des ministres qui s'est tenu dans la localité de Garo, dans la région des Savanes. C'était le jeudi 21 avril 2022. Le ministère des Finances a présenté une nouvelle stratégie en vue de rendre plus performant le secteur de microfinance tout en protégeant les populations. Cette stratégie, donc, Germain Pouli, permettra de protéger l'épargne des populations et d'assainir le secteur. Oui, il faut assainir le secteur pour la simple raison que les laborieuses populations travaillent, épargnent et remettent ça à des promoteurs de ces microfinances-là, soit pour simplement épargner, soit dans l'attente d'un prêt pour entrer dans l'entrepreneuriat. Certaines ont réussi depuis des dizaines d'années à se bâtir une crédibilité, mais nombreuses sont aujourd'hui ces nouvelles sociétés-là qui se créent avec des promoteurs qui viennent miroiter des promesses de financement et qui collectent les épargnes et souvent qui disparaissent. Donc plusieurs Togolais ont été victimes de cela. Je pense que ça, c'est un point que le gouvernement veut régler, mais en même temps, le gouvernement voudrait pouvoir augmenter la capacité de financement de ces microfinances-là et de les mettre au service de l'inclusion financière, comme le Togo a fait le choix. Donc, de rendre accessible le financement, et ça appuie beaucoup plus sur la microfinance. On a vu un peu le projet FNFI qui s'appuie véritablement sur la microfinance, qui sont devenus de vrais partenaires de l'État. Donc, c'est tout à fait normal que l'État pense à assainir donc ce secteur-là et à donner plus de capacités aux promoteurs de ces institutions. Alors, comme il s'agit également de procéder au redressement des systèmes financiers décentralisés aujourd'hui en difficulté au Togo. Oui, bien évidemment. Vous savez, l'État veut justement assainir ce secteur-là parce que il y a eu trop de problèmes depuis que nous avons connu cette vague de microfinance qui pullule dans le pays avec des situations, ma foi, embarrassantes parce que il y a certaines microfinances ou certains établissements financiers qui se créent et qui n'ont aucune base légale. Et donc, je crois que les victimes qui sont les adhérents ne savent pas où se plaindre. Parfois, il y a des sommes faramineuses qui sont dilapidées. Parfois, c'est le promoteur qui a quitté et on ne sait pas, on ne reconnaît plus les traces. Donc, l'État veut voir clair dedans. Et donc, comme ça, il a sommé pour toute institution de microfinance qui voudrait se créer, doivent quand même légalement avoir, comment l'appelle-t-on, son récépissé, se déclarer et avoir tous les coups de France pour pouvoir opérer
domaine financier. En même temps, l'État aussi a voulu regarder au niveau des taux d'intérêt que ces microfinances élaborent, parce que vous savez que ils achètent chez les banques et venir pour vendre l'argent. C'est-à-dire que les microfinances achètent chez les banques et eux, à leur tour, revendent. C'est pourquoi les taux d'intérêt sont tellement élevés. Donc, l'État a voulu réglementer ce secteur-là parce que, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes taux. Il y a d'autres secteurs, on vous dit, vous allez épargner à un niveau, vous allez prendre peut-être 18% parfois. Les gens sont à 15%, alors qu'ils sont allés prendre le truc je crois, à 0,3 à 3%. Au niveau des banques, ils paient ça à 3%. Donc, venir vendre jusqu'à 15-12%, c'est trop élevé. Donc, je crois que l'État est en train de vouloir restructurer tout ce secteur-là pour regarder, puisque en voulant se conformer avec le RCC, il y a tout ça là qu'on voudra redresser parce que c'est au bénéfice justement des populations. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut aller en banque. C'est surtout quand vous voulez promouvoir le secteur agricole. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont là, mais ces projets-là vont passer justement par les microfinances pour atteindre les populations paysannes, si on peut l'appeler ainsi. Donc, ici, afin que ce secteur-là puisse être assaini, il va falloir que l'État quand même ait un œil regardant là-dessus et voir concrètement et de façon crédible quelles sont les difficultés liées à ces populations-là pour avoir accès à ces crédits. Et donc aujourd'hui, il a énuméré un certain nombre de choses. Je crois que les établissements financiers doivent quand même se mettre dans se conformer afin que la population puisse se sentir, et surtout le taux d'intérêt dont on parle. Je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens viennent prendre de l'argent, ils n'arrivent souvent pas à rembourser. Donc, il y a tout un agenda qui a été déroulé dans ce sens-là. Et c'est dans le bon sens au bénéfice des populations. Parce que le chef de l'État fait de l'agriculture, je crois que un domaine prioritaire aujourd'hui. On voudrait quand même amener les gens à aller vers ce secteur-là. Et pour atteindre quand même ces objectifs, il faut jouer sur toutes ces fibres-là et donc l'établissement par lequel ça va passer pour atteindre ces populations doit quand même être revu et assaini afin que ceux qui viendront, c'est-à-dire que les bénéficiaires soient quand même suffisamment servi et n'y ait pas d'inquiétude par rapport au remboursement qui pose véritablement des problèmes dans ce domaine-là. Parce que tu vas voir que chaque fois c'est des harcèlements. Les dames qui viennent prendre de l'argent, quelques instants après, on vient vous harceler. Même les gens sont obligés de quitter leur maison pour aller se réfugier ailleurs. Et même ceux qui sont des cautionnaires ont des soucis. Et donc tout ça là, il faut assainir. Quel taux d'intérêt pour quelle chose et quelle activité. Donc, je crois que l'État est en mesure de prendre. Parce que certains viennent, ils ne disent pas la vérité, ils mettent les gens dans la boue et après ils sortent donc je crois que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est au bénéfice de la population, je crois que c'est une bonne chose. Une bonne chose. Le dessein également Firmin Tekouabo pour le gouvernement, c'est d'éradiquer la prolifération des structures illégales qui portent préjudice, il faut le dire, à la population vulnérable. Non, je pense que la démarche de l'État, elle est double. Tout d'abord, elle est protectrice. Vous savez que nous avons connu, il y a de cela quelques mois, ces affaires de trading, où les gens ont épargné, les gens se sont retrouvés dans les sociétés de trading, ont investi de l'argent et après, ils n'ont plus éco-favorable par rapport à ce qu'ils ont investi et on a procédé à la fermeture des sociétés de trading et à l'arrestation des patrons de ces sociétés-là. Donc, et dans cette situation, il y a des Togolais qui ont perdu leurs petites économies, leurs millions, de centaines de mille, leurs dizaines de mille, et ça porte et avec ça l'économie de ces personnes-là, de ces Togolais a pris un coup et l'économie du pays a pris un coup. Je ne veux pas que des gens sont allés chercher de l'argent sur leur compte et sont venus reverser cet argent-là dans des sociétés de trading. Ça a bousculé, ça a dérangé et détruit un peu la psychologie d'un certain nombre de Togolais. Et vous allez voir que cela continue. Il y a des Togolais qui appellent toujours l'État au secours parce qu'il y a certains qui ne
sont toujours pas remboursés par ces sociétés de trading. Donc l'État entend tout ça là et l'État se dit là où on peut encore y parler et avoir encore assez de difficultés ou rencontrer quelquefois des difficultés, c'est dans les sociétés de microfinance parce qu'il y a des sociétés de microfinance qui ont été ouvertes après qui ont fermé et puis les patrons ont disparu avec l'argent des citoyens. Les patrons, il y a ça. On en a connu dans ce pays où des gens ouvrent des sociétés de microfinance ou des structures de microfinance 2 ans, 3 ans après, vous ne voyez plus ces gens-là. Des Togolais perdent leur argent comme ça et je pense que ça devient gênant pour l'État. Et si on m'a reproché des choses à quelqu'un, c'est à l'État parce que c'est l'État en réalité qui doit garantir notre sécurité. C'est l'État qui doit protéger le peu que nous avons parce que le peu que nous avons, il faut que nous l'ayons bien sûr de façon sûre et que nous l'injections dans l'économie. Ce qui pourrait impacter naturellement la croissance. L'État voit tout ça. Et la deuxième démarche, je pense qu'elle est relative à la croissance économique. Parce que si les Togolais, je ne sais pas, peut-être ce que je veux dire peut ne pas être trop bien soutenu, mais si la vie est encore peut-être un peu plus chère pour les Togolais en ce temps-ci, c'est aussi parce que beaucoup de milliards ont été aspirés par les sociétés de trading et on ne sait pas là où se trouvent ces milliards aujourd'hui. L'argent, on l'a pris en quantité, on l'a gardé quelque part et l'État a été obligé d'arrêter des gens. Alors que cet argent devrait circuler aujourd'hui dans le pays, cet argent devrait être injecté dans le commerce parce que les commerçants étaient allés chercher leur argent dans les banques et ils sont venus immobiliser cet argent dans les sociétés de trading et ce qui fait que l'argent ne circule plus, ce qui a appauvri un bon nombre de populations aujourd'hui. Donc il faut que l'État aujourd'hui se lève de façon certaine et sûre pour que ces situations ne se répètent à l'avenir parce que la population est en train de souffrir. Je pense que et aussi l'État se rend compte qu'en réalité les structures de microfinance accompagnent comment on les appelle, les commerçants, ce qu'on appelle aussi les informels, les informels, peut-être je n'ai pas le bon vocabulaire, les informels et les formels, les entrepreneurs et aussi et ces entrepreneurs, l'État a besoin d'eux pour une certaine croissance dans le pays. C'est quand on n'accompagne pas bien ces entrepreneurs, je pense que la croissance économique du pays va prendre un coup. Alors il faut qu'on sécurise bien leur argent, il faut mettre des dispositions sur au niveau des sociétés de microfinance pour un bon accompagnement, entre guillemets. Autant ils sont bien accompagnés, autant ils éjettent bien leur argent dans l'économie du pays, et autant l'économie fonctionne bien, autant la croissance économique est à un niveau favorable. Je pense que l'État fait tout ce calcul-là, et la population en réalité en gagne. Donc, comme il m'a dit quelque chose d'important tout à l'heure, les taux d'intérêt, je pense que c'est un peu trop élevé au niveau des structures de microfinance. Il faut que l'État discute un peu avec ces structures-là pour que ceux-là qui vont chercher de l'argent là soient un peu bien servis. Comme information, le Togo est le pays de l'UEMOA où les institutions de microfinance cumulent le plus de richesses par rapport au PIB national. Après les 265 milliards de francs CFA d'actifs en 2020, les actifs détenus par ces institutions représentent 6% de la richesse du pays créée cette année. Je vais parler de 2020, 2021, 2022. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le temps est contre nous. Nous avons assez de choses encore à dire. En tout cas, on a toute la semaine, pourquoi pas les jours à venir pour pouvoir en parler. Firmin Tekouabo, merci. Merci, M. Tekouabo. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et merci à mes chers grands frères. Vous êtes chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Merci également aux journalistes Germain Pouli, l'aîné, directeur de publication de Togo Réveil. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions. Ce fut un plaisir. Nous avons également, comme Yves-Valentin Mayaba, nous vous disons merci. Oui, merci Michel, merci pour l'invitation et bonne fête à tous les Togolais. Vous êtes directeur de publication de Le Symposium. Merci beaucoup à vous tous. Bonne fête à tous les Togolais. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.